Donc, pour commencer cette plénière, donc ça bouge dans les territoires. Comme vous voyez, nous avons 5 intervenants. Donc, on va commencer avec Franck Fargeton, qui est chargé de projet de lutte contre le gaspillage alimentaire à Phoenix, donc anti-gaspi au niveau de Phoenix. Alors, Franck, est-ce que Franck est là de voir si Franck. Je suis là. Alors, par contre, je ne sais pas si on voit la vidéo. Voilà, très bien. Merci. Bonjour à tous. Vous Donc m'entendez voilà, bien? on entend bien, on voit bien, c'est parfait. Donc on va commencer par Franck. Avant, je finis de vous montrer un peu le menu de cette première plénière. Donc ensuite, on aura une séquence sur la chaîne du don. Donc là, je laisserai Isabelle David, du comité de pilotage, vous présenter cette séquence-là. Et ensuite, nous aurons un regard d'une autre région, donc par Clotilde Bulté, qui vient des Hauts-de-France, qui anime un régal en Hauts-de-France. Et donc, on pourra voir comment ça bouge aussi au niveau d'autres territoires. Alors, je ne sais pas si on peut donner peut-être tout de suite, avant l'intervention de Franck, les résultats du sondage, voir si on a eu des personnes qui ont répondu. Ou est-ce que c'est trop tôt? Émilie? Je pense, Nathalie, je pense qu'on peut patienter encore un petit peu. On a 38 participants sur 57. Sachez que les questions qui ont été posées dans Q et R vont être résolues dans quelques minutes. Je vais y répondre. Ça marche. Merci. Donc, on verra le résultat du sondage après. Donc, Franck, je te laisse présenter. Oui, je vais partager mon écran, du coup. Oui. C'est bon. Voilà, c'est parfait. C'est bon, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Et tout d'abord, merci au Régal pour cette organisation qui, je pense, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas qui commence très, très bien. Donc, merci Nathalie, Émilie, Caroline et Alice. Je suis Franck Fargeton, je suis chargé de projet pour l'entreprise Phoenix. Ça fait un petit peu plus d'1 an que je suis dans cette entreprise, suite à une reconversion professionnelle et pour ne rien vous cacher, pour redonner un sens à mon parcours professionnel sur l'anti-gaspi, qui est un sujet qui m'intéresse énormément. Alors, première chose, vous connaissez évidemment les chiffres du gaspillage alimentaire. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Je parle à mon écran, donc je considère que si je n'ai pas de réponse, c'est parfait, Franck. Très bien. Tout va bien. Ces chiffres-là, voilà, sur le gaspillage alimentaire, on sait que voilà, il y a 4 zones clés. Phoenix intervient sur 3 zones principalement, qui sont l'industrie, la distribution, le commerce et consommation, restauration. Je vous montre un petit peu voilà, ce qui est Phoenix au niveau national. Phoenix, voilà, c'est de la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est une entreprise qui a 6 ans, qui a commencé comme une start-up avec 2 amis qui avaient à cœur de réduire le gaspillage et qui ont vu que sur le don alimentaire, il y avait quelque chose à faire pour agir au niveau d'abord de la grande distribution pour réduire ce gaspillage qui était important. Phoenix, c'est une entreprise sociale, c'est une entreprise qu'on appelle Bicorp, qui est vraiment orientée sur tout ce qui est social et environnemental. Cette entreprise, elle agit sur 4 grandes lignées qui sont le don aux associations caritatives, une application mobile qui permet de lutter contre le gaspillage, qu'on va voir très rapidement après, le don pour l'alimentation animale aussi, qui est un élément que vous ne connaissez pas forcément, que je vais vous présenter, et aussi du conseil en économie circulaire. Quelques chiffres clés sur le travail de Phoenix au niveau national. 40 millions de repas sauvés en 2019, 6 000 commerces partenaires, dont 800 grandes et moyennes surfaces, 1 500 associations partenaires, 1 million de citoyens engagés sur l'application Phoenix, et depuis 6 ans, 180 emplois créés en France, en Espagne, au Portugal.
Voilà un petit peu ce que représente Phénix au niveau national. Pardon, hop, je vais un peu vite. Mais n'oublions pas que nous sommes au Régal Normandie et que nous allons faire un focus sur la région. Donc, de nos 25 antennes en France, il y a une petite antenne normande qui se développe avec Sébastien Duquesne qui s'occupe de toute la partie commerciale, du démarchage, Solène Perrois qui doit être en train d'écouter, je l'espère, qui est en stage pendant 6 mois et qui m'accompagne, et puis moi-même, Franck, qui suis là depuis un peu plus d'1 an. Si on fait un petit focus sur notre application avec voilà, quelques chiffres, une application, un téléphone qui permet sur des commerces de proximité ou sur les grandes et moyennes surfaces de pouvoir vendre des invendus plutôt que de les mettre à la poubelle tout simplement, sur des petits volumes ou sur des produits qui sont interdits aux dons, puisqu'il y a des produits comme les produits du rayon traditionnel ou le steak haché, qui sont 2 exemples, qui ne peuvent pas être donnés aux assos caritatives et qui donc peuvent avoir une deuxième vie à prix réduit pour des clients. Donc, les chiffres normands, puisqu'on se focalise sur notre région, c'est 175 commerçants, 800 paniers vendus en 1 an, et puis un équivalent de 17 tonnes de déchets évités et équivalent de 34 000 repas. J'essaye de mettre à chaque fois un équivalent poids et équivalent repas pour donner un petit peu une idée de ce que ça peut représenter. Le don aux associations qui est le cœur de métier de l'entreprise Phénix. Donc, on est sur 20 clients avec qui on travaille en grande distribution sur le don et on travaille en permanence avec 30 associations caritatives avec qui voilà, le magasin a signé des conventions de partenariat. Redonnons quelques chiffres. Ces chiffres, c'est 600 tonnes de déchets évités sur l'année et c'est l'équivalent voilà, d'1 200 000 repas redistribués. On a une action également nationale qui est du déstockage ponctuel, qui est une action qui se focalise sur les grossistes, sur l'industrie agroalimentaire dont on parle aussi pendant ces 2 jours, tout ce qui est fruits et légumes, boissons, cosmétiques, bricolage. Et en fait, on a un pôle dédié qui, lui, s'occupe de trouver une destination à des produits qui finiraient à la poubelle si on ne les prenait pas en charge. Et ça nous emmène quand même sur les chiffres 2020 qui sont de 1200 palettes envoyées chaque mois à des associations. Donc, vraiment le don cœur de métier de Phénix. Et puis, dernier volet sur tout ce qui est don. C'est vrai qu'on parle du don aux humains, mais il y a des produits qui ne peuvent plus être donnés aux assos caritatives, mais par contre qui peuvent encore être donnés aux animaux. Et voilà, on a développé, et la Normandie est précurseur sur ce domaine, puisque nous avons 5 magasins qui sont qu'on appelle zéro déchet alimentaire en Normandie. Ces magasins-là, en fait, n'ont plus aucun aliment qui sort du magasin, puisqu'ils sont tous redistribués sur différentes voies. On a vu le don alimentaire aux assos. On voit aussi le zéro déchet alimentaire, où l'on a des partenaires comme des éleveurs de poules, des éleveurs de porcs, des parcs animaliers, des louvetiers, des donneurs. Et puis aussi, on a parlé tout à l'heure du compostage, qui est une possibilité pour tout ce qui est fruits et légumes qui finissent à la poubelle. Donc nous, on leur trouve une autre voie et ça permet de faire du compostage à grande échelle. Pour exemple, un magasin sur lequel nous travaillons depuis 3 ans, il redistribue en valorisation animale 3 tonnes de fruits et légumes et 26 tonnes de produits libre-service. Donc ces produits-là, voilà, plutôt que de finir à la poubelle, on travaille vraiment sur la poubelle pour que les magasins en mettent le moins possible. Et nous avons ces filières spécifiques que nous développons avec Phénix. Je reprécise aussi que nous avons signé un partenariat avec le CIVDA, qui est le syndicat de valorisation des déchets qui se trouve à Colombelles, à côté de Caen. C'est un contrat qui a été signé en juillet 2019 sur 2 ans,
avec une cible prioritaire qui est les gros producteurs de déchets. Et notre objectif, accompagné par le CIFDAC, c'était de diminuer ces volumes de déchets avant qu'ils n'arrivent à l'incinérateur du CIFDAC. Donc, les quelques chiffres intéressants sur cette grosse première année de partenariat. Donc, c'est 7 magasins des marchés, plusieurs niveaux d'accompagnement, donc sur le don, bien sûr, sur les ventes en date courte, puisque plutôt que de mettre à la poubelle, on peut réduire les prix sur des produits qui arrivent à date, et également sur l'application Phoenix qui permet de proposer des paniers à prix réduit. Au niveau du nombre de repas, voilà, on est à peu près sur 150 000 repas qui n'ont pas fini à la poubelle. Donc, c'est des chiffres quand même parlants. C'est un partenariat qui continue, qui est vraiment focalisé sur la région et le Tour de Caen. Voilà ce qu'on a un petit peu sur le partenariat régional. Phoenix, c'est aussi de l'accompagnement. Donc, je vous montre aussi rapidement notre branche Phoenix qui s'appelle Phoenix Up, qui accompagne sur des différentes actions inspirées, c'est-à-dire faire des interventions, des conférences, des workshops, des formations. Également agir, c'est au niveau des industries agroalimentaires, entre autres, c'est de pouvoir les accompagner sur leur process, sur une filière globale, par exemple, la production d'un yaourt, de travailler sur la matière première, sur le contenant, sur les produits qui sont abîmés, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, on essaye d'avoir une action globale sur les industries agroalimentaires. Et on a aussi un accompagnement qui peut être financier sur accompagner une collectivité, par exemple, sur rédiger un appel d'offres. Ça peut être des accompagnements de ce type. Ça peut également être accompagner une industrie agroalimentaire sur la recherche de subventions, pour diminuer son gaspillage. Quelques exemples d'actions que nous avons pu faire avec Phoenix Up, donc sur tout ce qui est l'exploitation des fruits et légumes, où on a pu rédiger des documents de l'opérationnel pour conseiller, orienter tous les acteurs sur les fruits et légumes, également sur l'industrie agroalimentaire, avec l'ADEME, d'avoir pu accompagner différents sites comme La Berry, Jacquet, sur leur production, l'analyse de leur process, travailler un petit peu dans le détail pour réduire. L'objectif, on est toujours sur la réduction des déchets. Sur la Picardie, toujours avec l'ADEME, de travailler sur les grandes surfaces et de réaliser un guide pour leur expliquer un petit peu comment faire pour diminuer le gaspillage. Et enfin, sur tout ce qui est restauration hors foyer, avec différentes antennes nationales. Donc, pas encore sur la Normandie, mais on aimerait bien les accompagner là-dessus. Et je finirai par un exemple de chiffre. Monsieur Prudhomme parlait tout à l'heure de mieux manger dans la restauration collective, plus d'aliments bio et locaux. En fait, sur la ville de Rennes, ils ont décidé qu'il y avait une étude intéressante à faire sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui allait leur permettre de faire des économies et du coup de pouvoir se focaliser sur l'achat d'aliments bio et d'aliments locaux. Ça nous a permis, grâce à ce partenariat, de faire une étude sur 5 écoles, sur une base de 12 000 repas par jour. Et avec des résultats qui sont parlants, c'est de diminuer de 45% le gaspillage alimentaire sur ces 5 écoles qui étaient tests. Et leur objectif était de faire une économie d'à peu près 50 000 € sur leur budget afin de se concentrer toujours sur des produits bio et locaux. Voilà un petit peu rapidement les activités de Phoenix focalisées sur le gaspillage alimentaire. Merci à vous, j'espère que... Bon, on va essayer de voir si déjà on a des questions qui s'adresseraient à toi. Oui. Émilie.
il y a des questions, Nathalie, de la part de Louise et Mélanie Roy. C'est la même question, elle souhaiterait connaître les 5 magasins reconnus ZDA, s'il vous plaît. D'accord. Alors, faut que je le fasse de tête du coup. Alors, ce sont des magasins, ce sont donc de la grande distribution. Le premier magasin, c'est le magasin du Leclerc d'Argentan, qui a été zéro déchet alimentaire. On a le Leclerc de Flers, on a le Carrefour Market d'Argentan, on a le Carrefour Market d'Alençon, et il m'en manque un que je n'ai plus en tête, mais que je vais vous retrouver. Voilà. Et Caroline, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, sur le label ZDA, est-ce qu'il est officiel, réglementaire? Non, alors pour l'instant, c'est un label qui a été développé en interne. On aimerait bien qu'il soit reconnu, qu'il soit déposé. Après, il faut que tous les acteurs de la grande distribution se mettent d'accord sur ce label. Donc ça, c'est la première chose. Donc, ce n'est pas forcément évident. C'est un travail que l'on fait depuis maintenant presque 2 ans. Mais on aimerait bien que ce label devienne officiel. Voilà, donc nous, on le développe en interne. On communique là-dessus avec les 5 magasins sur la Normandie. Il y en a 19 en France qui sont ZDA. Et on voudrait avancer sur ce label. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, il reste interne à Phoenix. Ok, super. Plus de questions. Très bien. Merci pour cette présentation. Donc, ce qu'on indiquait, de toute façon, tous les plans de transparence seront disponibles après. Donc voilà, on pourrait les partager. Merci pour ce témoignage. Donc, on va commencer. Alors, avant de commencer, on voudrait peut-être voir le sondage, en attendant que Isabelle commence à se préparer, à se mettre en visuel, et que les intervenants, donc Clément Soriot, Yves Bétrancourt et Sébastien Olivier se préparent. Pendant ce temps-là, vous voyez les résultats du sondage, normalement, en direct. Donc, où on peut voir qu'il y a une grande majorité, il y a plus de 50% d'agents de collectivité. Voilà, donc j'espère qu'ils vont trouver pas mal d'éléments dans ces 2 journées. On a 32% d'associations. Ensuite, on voit qu'il y a quelques établissements qui sont présents, de restauration, entre autres. Donc, on en a 9%. Et ensuite, on a un élu qui est présent. Donc, merci à cet élu. Et on a une entreprise agroalimentaire. Et par rapport au niveau de la chaîne alimentaire, on voit qu'il y a 34%, donc c'est la restauration scolaire. On a aussi 26%, donc 12 personnes qui font partie de la chaîne amont, donc que ce soit la production ou la transformation. On a 15 restaurants collectifs autres que scolaires. Donc, on voit quand même, il y a pas mal, on voit que les différents niveaux de la chaîne alimentaire sont représentés et on a 17%, soit 10 personnes qui agissent au niveau du mangeur. Donc, merci d'avoir participé à ce sondage. On va en relancer un tout de suite. Donc, Émilie va en relancer un et je vais laisser la parole à Isabelle pour présenter cette petite séquence sur la chaîne du don et montrer comment différents acteurs vont articuler leurs actions ensemble pour agir sur ce don alimentaire. Isabelle, voilà, je te laisse la main. Oui, merci Nathalie. Effectivement, bonjour à tous. Nous vous proposons en effet dans cette séquence un regard croisé sur le don alimentaire, donc à travers 3 interventions d'acteurs qui ont chacun une position essentielle dans la chaîne alimentaire, hein, de façon à bien témoigner du fait que cette lutte contre le gaspillage, c'est l'affaire de tous. Donc, nous allons avoir l'intervention de Yves Bétrancourt, qui est chargé de relations avec les donateurs à la banque alimentaire de Bretteville, enfin du Calvados à Bretteville-sur-Odon, donc l'une des 79 banques alimentaires qui maillent le territoire national aujourd'hui et dont l'objectif, vous le savez, est d'assurer une nourriture saine et variée aux personnes en situation de précarité. Nous aurons ensuite l'intervention de Sébastien Olivier,
qui est gérant du magasin Goût et Qualité. C'est un magasin de 400 mètres carrés implanté à Bretteville-sur-Odon depuis 2015. Donc, son engagement, c'est de valoriser les entreprises locales, notamment en pratiquant une politique tarifaire juste, et puis donc de permettre à sa clientèle de mieux consommer avec une alimentation responsable de proximité. Donc aujourd'hui, avec 230 producteurs sur une gamme de 3000 références produits. Et puis enfin, nous aurons le témoignage de Clémence Oriot, qui est responsable du secteur conditionnement et emballage chez Tarte Frais. Donc Tarte Frais, c'est une entreprise du secteur pâtisserie fraîche qui est basée à Falaise. Je pense que vous la connaissez. Elle a été fondée en 1991 par Patrick Georget, qui était maître artisan pâtissier. Et il a construit effectivement une belle entreprise autour de valeurs de goût et d'authenticité, une entreprise qui aujourd'hui atteint un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros. Voilà, donc je te repasse la parole, et puis merci aux 3 intervenants. Donc peut-être commencer par Clémence. Donc voilà. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc voilà, on vous laisse présenter un peu les actions que vous menez par rapport à cette question du don. Donc en voilà, 5, 6, 7 minutes. Oui, bah, ça va aller très très vite. Donc moi je suis responsable du secteur conditionnement emballage. Donc tout ce qui n'est pas vendu aux grandes distributions, à la RHD ou autre, peut être donné au don directement aux associations alimentaires. Donc nos plus grands dons, c'est Banque Alimentaire, Restos du Cœur, Croix-Rouge, dans tout le Calvados. Et après, on fait aussi des dons aux associations sportives ou autres. Ça peut être une association, l'APE, sportive, des choses comme ça, pour éviter de jeter nos tartes. Alors, qu'est-ce qui va en don? La question est là. C'est tous les produits qui peuvent avoir un défaut. Par exemple, un gâteau au chocolat qui est trop cuit et qui ne correspond pas aux standards de la grande distribution peut partir en don. Ou un produit qui a une DLC très courte peut également partir en don. Alors attention, il y a un minimum de DLC même pour les dons. Le temps du transport, qu'ils aient le temps de distribuer et que les personnes aient le temps de manger derrière. Donc le don en 2019 chez nous a représenté un peu plus de 93 000 euros de dons et 95% aux associations caritatives, donc Banque Alimentaire, Restos du Cœur, Secours Populaire, Croix-Rouge, des choses comme ça. Voilà pour notre partie. Donc le don, on a toujours contribué à faire du don dès la création de Tarte Frais. On a des produits qui sont très courts en date, donc malheureusement, on subit aussi la gestion de stock qui est très compliquée. Et cette année, on a développé un autre type de don. Malheureusement, avec le Covid, on a fait des dons aux hôpitaux, donc au CHU de Caen, Falaise, aux pompiers, des choses comme ça, pour essayer de les aider dans cette crise sanitaire. Voilà pour la partie don Tarte Frais. Donc, j'avais déjà rencontré, moi, Yves, sur un rendez-vous à Bretteville où les gens étaient assez contents de manger un petit peu de pâtisserie. Ça a changé un petit peu du quotidien et ça leur mettait un peu de baume au cœur. Donc, si on peut un peu apporter de baume au cœur aux gens, au contraire, il faut. Donc, voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions? C'est très, très rapide. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de présenter grand-chose. Mais la situation sur une semaine à 4 jours en production, c'est toujours très compliqué. Il n'y a aucun souci. Déjà, merci beaucoup. Et de toute façon, comme c'est pas comme en présentiel, donc il faut que ce soit. Il n'y a aucun souci. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? Je ne sais pas, Émilie ou Caroline, est-ce que des questions ont été posées? Non. Non. Pas de questions. Donc, ça a été très clair. Donc, on verra peut-être le lien avec, alors justement, on va faire intervenir tout de suite Yves Bétrancourt et on verra peut-être, il y aura peut-être des interactions, on pourra peut-être vous faire réintervenir après si on voit qu'il y a des échanges avec. Nathalie, excuse-moi. Finalement, il y a 2 petites questions qui viennent d'arriver. La première, quelle organisation nécessaire à mettre en place dans l'entreprise? Et comment du don? Nous, le don, c'est comme un magasin, c'est comme un Carrefour, comme un Leclerc, c'est-à-dire on prévient déjà l'association qu'il y aura tant de palettes à journée. Et après, il y a des contraintes de contrat date, c'est-à-dire qu'ils ont 5 jours minimum sur leur palette pour que les gens aient le temps de consommer. C'est comme un client, en fait. C'est comme un magasin lambda pour nous, sauf que c'est un don.
Donc, il n'y a pas une grande organisation. Nous, en interne, on va la gérer comme une préparation commande classique. C'est-à-dire qu'on a un dépôt où tous les produits qui ne peuvent pas être vendus sur le réseau classique sera mis de côté. Et quand on en a assez pour faire un don, au fur et à mesure, c'est comme une préparation commande classique. On ne fait pas de différence. On apporte le même soin. Ok, merci pour la réponse. Et Alors, la deuxième oui. question, c'est comment donner aux associations sportives, associations non conventionnelles comme Banque Alimentaire ou Restos du Cœur? Alors, en fait, les associations sportives ou APE, des choses comme ça, nous contactent, soit par le biais d'une personne travaillant chez nous. Moi, je l'ai fait personnellement, tout simplement. On écrit une petite lettre à la direction pour expliquer à quoi servira notre don, pour récolter des fonds pour une APE, pour une association sportive, voilà. Et du coup, on a droit à quelques gâteaux en échange, donc c'est toujours agréable pour toutes les associations. Ok, il y a d'autres questions qui arrivent. Y a-t-il une régularité dans les volumes donnés par semaine ou de grandes variations? Alors, habituellement, c'est assez régulier. Il y en a toutes les semaines. On donne des palettes toutes les semaines. Maintenant, avec le Covid, oulala, mon Dieu, ça a totalement chamboulé l'organisation des dons. On a beaucoup fait de dons au mois de mars, avril, parce que les écoles se sont arrêtées du jour au lendemain. On travaille avec les écoles. On s'est retrouvés avec tous nos gâteaux dans nos stocks. Donc, on a fait énormément de dons au mois de mars-avril. Et là, on essaye de faire la juste production parce que ce n'est pas non plus notre but de tout donner. Il faut trouver le juste milieu. Donc, voilà. Non, c'est assez régulier. Il y a des dons qui se font toutes les semaines, 1 à 2 palettes. Et en fonction de l'activité, malheureusement, avec le Covid, peut augmenter. Mais sinon, c'est assez régulier. D'accord. Et la dernière question, c'est y a-t-il du don dans les matières premières? Très rarement chez nous. Très rarement. On ne fait pas beaucoup de dons dans les matières premières. J'essaye d'avoir des idées en tête. Non, parce que les matières premières, nous, on va essayer de s'en servir dans d'autres fabrications quand on peut. Voilà. Ou alors, tout ce qui est matière, on va dire, alimentaire, non fabriquée, part en don animal. On en a parlé tout à l'heure du don animal. Nous, on recycle en don animal. Donc, tout ce qui est matière première alimentaire peut partir en don animal. On va dire les cochons, des choses comme ça. Donc, faire du don de matière première, c'est très rare chez nous. D'accord. Il n'y a plus de questions. Merci. Merci à vous. Merci d'y avoir répondu. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Bétrancourt. Alors déjà, Monsieur Bétrancourt, je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Clémence ou est-ce que vous souhaitez commencer directement votre présentation? Donc, je vais passer tout de suite. Eh bien, bonjour à tous. En fait, Clémence et Tartefrais font partie des donateurs réguliers de la Banque Alimentaire. Je les en remercie, bien entendu. Ce sont des produits qui sont toujours très appréciés par les bénéficiaires de nos associations parce que d'abord, ce sont des produits frais et des desserts frais, on n'en a pas beaucoup. Et donc, Tartefrais est une entreprise locale. Donc, merci à Clémence et à ses équipes pour ces dons réguliers. Et je les encourage à prolonger leurs actions le plus longtemps possible. Voilà. Oui, voilà, donc ma présentation va être relativement rapide, j'ai 4 ou 5 slides, mais d'abord, je vais faire une présentation des banques alimentaires en règle générale, et si vous avez des questions sur les banques alimentaires normandes, j'y répondrai bien entendu, parce que en fait, les banques alimentaires, c'est quoi? C'est en fait une association, c'est un réseau de 79 banques, associations, qui ne sont pas directement en relation avec les bénéficiaires, avec les personnes en situation de précarité, mais qui sont le maillon logistique entre les donateurs et les bénéficiaires, entre les donateurs et les associations,
Donc, nous appuyons bien entendu sur une fédération, mais en fait, notre but, notre objectif, c'est d'apporter une nourriture saine et variée, si possible, aux personnes en situation de précarité. C'est pourquoi donc notre quotidien, c'est de ramasser, de collecter, de trier, de stocker et de distribuer selon les besoins de nos associations partenaires qui elles-mêmes sont en relation avec leurs bénéficiaires, les personnes en situation de précarité alimentaire, et le tout bien entendu dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. C'est un point essentiel. Alors, en quelques chiffres, en fait, donc 79 banques alimentaires en France. C'est le relais donc logistique de 5500 associations partenaires et centres communaux d'action sociale, les CCAS. C'est 130 000 bénévoles et salariés. C'est 115 000 tonnes de denrées distribuées en 2019. D'où viennent ces denrées? Elles sont ramassées au quotidien pour 30%, donc dans les grandes et moyennes surfaces. Un autre tiers provient des entreprises agroalimentaires et des entreprises agricoles. 12% des dons viennent du grand public. En fait, quand on parle de grand public, on parle des collectes nationales ou locales, comme celle qui aura lieu les 27 et 28 novembre prochains dans toutes les grandes et moyennes surfaces de France. Et puis, c'est 24% de denrées qui nous sont accordées au titre du Fonds européen d'aide aux démunis, le FEAD, Fonds européen d'aide aux démunis, ou de l'État, donc en soutien aux épiceries sociales. On peut dire donc tout ça représente une aide de 232 millions de repas, 232 millions de repas qui sont reçus par environ 2,2 millions de bénéficiaires. On peut dire ainsi en France qu'une personne sur deux qui reçoit une aide alimentaire en fait, reçoit des denrées de notre réseau des banques alimentaires. Voilà. Et puis, en fait, les banques alimentaires n'achètent rien et elles ne vendent rien non plus. Le principe, c'est la gratuité, le don et le partage. Diapo suivante. Merci. Alors, les banques alimentaires, c'est sur les 115 000 tonnes récupérées, c'est 76 000 tonnes sauvées du gaspillage alimentaire. Mais on a un souci parce qu'en fait, si la loi Garot qui obligeait depuis 2016 les magasins de plus de 400 mètres carrés à passer une convention de don avec une association caritative, 4 ans après, on peut dire que les GMS, et on l'a vu avec l'intervention de Franck tout à l'heure, les GMS se sont engagés dans une lutte encore plus intense contre le gaspillage alimentaire, en valorisant des produits à DLC courte, par exemple, voire des produits à température ambiante avec des DM dépassés. On a vu tout le coaching que faisait par exemple Phoenix ou que fait aussi Commerceau vis-à-vis des grandes surfaces. On a des startups qui se sont montées comme Too Good To Go qui ont passé avec certaines chaînes, certaines enseignes. Enfin bref, on insiste depuis plusieurs mois maintenant à une diminution de ces ramasses quotidiennes. Et je ne vous parle pas, bien entendu, des confinements, et surtout le premier au mois de mars, où là, nos ramasses ont été complètement désorganisées. Alors, les entreprises agroalimentaires, vous voyez, diapo suivante, merci, ont elles aussi progressé dans la gestion de leur fonctionnement. On vient de le voir avec Clémence. Donc, une meilleure gestion des productions, meilleure gestion des stocks, de temps en temps appel aux déstockeurs, valorisation des invendus, le cas échéant, en méthanisation. Donc, résultat aussi un peu dans la même situation que les industries agroalimentaires, que les grandes et moyennes surfaces. Pour les IAA, c'est moins de dons en période normale, certes un peu plus en période de confinement, puisque avec la fermeture des restaurants, nous avons pu toucher un petit peu plus de dons de leur part au mois de mars et au mois d'avril. Voilà, mais globalement, moins de dons des entreprises agroalimentaires, même si au niveau national, nous avons une application numérique qui nous permet de gérer
des dons très importants de la part de donateurs industriels agricoles. C'est une application qui permet d'informer en temps réel de l'existence d'un don au niveau national, et cette application permet de marquer l'intérêt d'une banque ou de plusieurs banques pour avoir ces denrées. Bien entendu, nous avons une autre opportunité, mais qui en Normandie n'a pas encore donné beaucoup de résultats, c'est la restauration collective. Donc, pour les opérateurs produisant plus de 3000 repas par jour, qui sont maintenant dans l'obligation de signer une convention de don. Donc, à ce niveau-là, nous devons explorer un petit peu plus cet horizon, de façon à essayer d'avoir des denrées qui pourraient échapper à la consommation des personnes en situation de précarité. En fait, donc, c'est quoi l'avenir ? L'avenir, le don, le partage, la gratuité, c'est l'ADN des banques alimentaires, vous l'avez vu, mais avec la diminution donc, des dons, des gratuits, de la part de nos donateurs actuels, en fait, on s'attend, nous, banques alimentaires, à être un jour obligés de compléter les denrées collectées par des achats sur des budgets publics ou privés. C'est déjà le cas en 2020 avec la crise sanitaire, où nous pouvons bénéficier de quelques dizaines de milliers d'euros pour effectuer des achats. Ça n'était absolument pas nos habitudes jusqu'à présent, mais je pense qu'avec la diminution des dons de ramasse et de collecte auprès des entreprises, on va vers ces achats, je pense en tout cas. Quoi qu'il en soit, pour affronter la recrudescence des personnes de la précarité dans les prochaines années, en fait, on va aussi redoubler d'efforts pour trouver de nouveaux donateurs, ça c'est impératif. Essayer de collecter davantage chez les donateurs actuels, et puis aussi peut-être de faire un petit peu plus de kilomètres avec nos camions pour aller chercher des dons un petit peu plus éloignés. Alors, je livre un petit peu à votre réflexion parce qu'en fait, on va voir que le gaspillage alimentaire au cours de cette journée, c'est une très bonne chose, mais encore faut-il que ces denrées arrivent aux plus démunis. Quand on a une application numérique comme Too Good To Go qui permet de faire des paniers anti-gaspi, et Franck a aussi parlé tout à l'heure de paniers anti-gaspi chez ses partenaires grande surface, ces personnes-là, enfin ces paniers profitent à des gens qui viennent faire leurs courses classiquement, pourraient se payer ces denrées-là si elles étaient à un prix normal, mais bénéficiant de ces paniers anti-gaspi, en fait, ce ne sont pas des denrées qui arrivent aux plus démunis, et quelque part, on a beaucoup de regrets à ce niveau-là. Voilà. Je suis disponible pour vos questions. Oui, alors nous avons la question suivante. Si des partenariats existent avec des distributeurs alimentaires autres que GMS, est-ce qu'il en existe? Alors, des distributeurs autres que GMS, oui. Alors, en fait, non, pas beaucoup. Non, en fait, on n'a pas. À quel genre de distribution faites-vous référence, par exemple? Est-ce que Virginie, tu peux intervenir pour en dire plus, s'il te plaît? Merci. Parce que je pense que ça peut être, justement, on a vu déjà les entreprises agroalimentaires qui commencent aussi, on a vu là concrètement, et je pense que Monsieur Olivier voudrait peut-être aussi répondre, vous voulez peut-être faire une réponse tout de suite, hein. Comme ça on enchaînera. Monsieur Olivier, vous voulez répondre et peut-être enlever votre micro et on ne vous entend pas. Oui, bonjour, bonjour à tous. Oui, je suis un partenaire de Monsieur Bettencourt, parce qu'on est voisins. Et justement, moi, je ne me considère pas comme GMS, même si… Ah oui, mais bon, je suis un peu à l'exception qui confirme la règle.
Mais c'est vrai que nous, Goût et Qualité, un magasin qui est 100% circuit court et qui est sans centrale d'achat, sans entrepôt. Voilà, on est en direct avec les producteurs. On est le seul intermédiaire, d'où le circuit court, entre le producteur en amont et le consommateur en aval. Voilà. Et peut-être que la question était peut-être posée aussi pour les gens qui sont… Il y a un tas de magasins qui s'ouvrent avec du vrac. Alors peut-être que c'était par rapport à ça que la question était posée. Mais non, excusez-moi de vous contredire, Monsieur Betrancourt, mais vous en avez un quand même, c'est moi. Voilà. Oui, d'accord. Pas de souci. Pas de souci. Il y a 2 autres questions. La première de Dieppe Maritime. Est-ce que les dons agricoles correspondent au tri de la production, par exemple, hors calibre? Alors, en ce qui concerne les dons agricoles, la majorité des dons agricoles que nous recevons, ce sont des produits de retrait. Puisque vous savez que les États, pour maintenir les cours des marchés, des fruits et légumes, en fait, organisent des opérations de retrait. Donc, dans les saisons de récolte de ces légumes-là, il nous arrive d'avoir des tomates, des endives, des choux-fleurs. Enfin, c'est principalement des produits de retrait. Après, localement, nous avons des producteurs d'œufs qui font des dons de façon assez régulière. Certains départements, bien entendu, comme le département de la Manche, comportent beaucoup, il y a là-bas beaucoup de producteurs de légumes. Donc forcément, la Banque alimentaire de la Manche a beaucoup plus d'approvisionnement que chez nous dans le Calvados. Le Calvados, c'est un territoire où on fait du lin et des pommes de terre. Donc, en dehors des pommes de terre, on n'a pas grand-chose à ce niveau-là. Voilà, mais on peut dire, enfin, je n'ai pas les statistiques véritables, mais on peut dire que dans le domaine des fruits et légumes, enfin des dons agricoles, ce sont beaucoup plus des dons de retrait qu'autre chose. Et ces dons de retrait, il faut le signaler aussi, sont coordonnés par une association, enfin une organisation qui s'appelle Solal. Solal c'est une organisation qui a été créée par Jean-Michel Hamel, un ex-vice-président ou vice-président Il interviendra. de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles de la Manche, et qui permet donc de mettre en relation les donateurs agricoles avec les associations caritatives. Là, par rapport à ça, pour faire un petit renvoi, demain, il y aura l'atelier 8, donc demain en début à 14 h. C'est agir avec le secteur agricole pour réduire le gaspillage alimentaire. Et donc, il y a cette question, entre autres, pas que, mais entre autres, du glanage agricole et de dons. Donc, je pense qu'on reviendra dessus demain, dans cet atelier numéro 8. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Caroline ? Oui, une d'Alain Baudot. Y a-t-il en Normandie un organisme qui récupère les produits non distribués dans les satellites scolaires ou autres en liaison chaude, je pense qu'il a voulu dire. Si oui, est-il possible d'avoir ce contact? Alors, à ma connaissance, non, mais les restaurants scolaires, en fait, doivent contacter les associations caritatives locales, donc Banque alimentaire, mais ça peut être aussi la Croix-Rouge, le Secours populaire ou les Restos du Cœur, puisque ce sont les 4 grandes têtes de réseau caritatifs en France. Pour ce qui est des liaisons chaudes, des plats donc qu'on a préparés avec en chauffant ces plats-là. On les récupère à condition qu'ils n'aient pas été réchauffés en vue du service. Donc, il y a quand même une législation à ce niveau-là qui est assez précise, de façon à éviter, bien entendu, toute contamination des produits qui pourraient en faire l'objet. D'accord. Et dernière question de Sabine Julien. Rapidement. Draf, oui, rapidement. La Banque alimentaire a développé l'application Clic-Don qui permet de connaître les donateurs. Est-ce qu'elle est utilisée et est-ce qu'elle donne de bons résultats? Alors, elle a été lancée à la fin de l'année 2019.
On a eu comme beaucoup dans ce genre de choses des petits bugs de lancement. On peut dire qu'elle a été véritablement mise en… Alors, elle a été lancée fin 2018, pardon. Et donc, en 2019, on a eu pas mal de petits soucis, on va dire, internes d'organisation. Mais depuis le 1er janvier, Clickdon a permis de gérer 13 000 palettes au niveau national. Donc, on partait de zéro, forcément. 13 000 palettes, si vous les comptez à 500 kilos en peine, vous voyez donc tout de suite, ça fait 6 500 tonnes de produits et c'est loin, loin, loin d'être négligeable. L'intérêt de Clickdon, c'est qu'en fait, quand une entreprise du sud de la France, par exemple, propose des melons ou des tomates ou encore des crevettes surgelées ou des choses comme ça, en fait, toutes les banques alimentaires sont averties de la disponibilité de ce don et peuvent donc marquer leur intérêt pour recevoir chez elles, chaque banque alimentaire, 2, 3, 5, 10, 15, 33 palettes de ce. Une répartition est faite par les répartiteurs nationaux ou régionaux et les produits leur arrivent quelques jours après ou quelques semaines après en fonction des considérations logistiques. C'est un succès, incontestablement. Merci. Franck, tu voulais peut-être préciser quelque chose rapidement, 2 mots avant de laisser la parole à Monsieur Olivier. En 2 mots, merci. Yves présentait effectivement la diminution des dons là, sur les différentes structures. Je voulais juste compléter ça. Effectivement, les magasins s'orientent vers l'anti-gaspi au maximum. On a vu les différentes actions qui étaient mises en place, dont les paniers. Une chose importante, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur les autres structures, des magasins qui ne travaillent pas forcément avec les associations caritatives, ou en tout cas qui travaillent dans des mauvaises conditions, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les bons gestes, ils n'ont pas les bonnes règles de tri, ce qui fait qu'ils ne donnent pas bien. N'oublions pas aussi qu'en grande et moyenne surface, les magasins ils sont intéressés par la réduction fiscale. Donc, c'est ça qui les motive à donner. Sauf que quand le magasin il arrive à son plafond de réduction fiscale, et ben, du coup, il a moins envie de donner et il préfère trouver des solutions en interne pour revendre ses produits. Donc, on sait qu'il y a encore beaucoup de magasins sur lesquels il y a du travail. C'est là-dessus que, d'ailleurs, on accompagne les magasins. Et je pense qu'en Normandie, il y a encore du potentiel pour trouver d'autres magasins, d'autres structures qui puissent donner. Et juste pour finir, sur les paniers, Yves parlait des paniers Too Good To Go et des paniers Phoenix. C'est une alternative que les magasins ont trouvée effectivement pour des produits qu'on ne peut pas donner aux assos, hein, je précise. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y en a quand même une bonne partie. Donc, c'est une filière qui leur permet voilà, de ne pas mettre leurs produits à la poubelle et de les revaloriser au maximum parce que c'est quand même l'objectif du magasin. Voilà, c'était juste pour compléter l'intervention de Yves. Merci. Merci Franck. Alors justement, ça va faire la transition sur les autres types de magasins qu'il faudrait un peu peut-être aller voir et développer puisque le gaspillage alimentaire, il y en a quand même encore, et donc il y a encore de la nourriture qui est encore jetée. Donc, Monsieur Olivier, je vais vous laisser faire votre présentation et nous expliquer justement votre particularité, comme vous avez déjà commencé à le dire, vous êtes un peu à part, donc ça peut vraiment être intéressant de montrer comment vous fonctionnez et de voir peut-être à ce que d'autres territoires puissent s'en inspirer. Bonjour à tous, oui, donc vous utilisez ce magasin qui existe depuis Caen, qui est en périphérie de Caen, à Bretteville-sur-Odon. Donc, on est voisin de la banque alimentaire. On est une petite surface de 400 mètres carrés. Donc, circuit court. Donc, on est le seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Un besoin consommateur, on va d'abord rentrer dans l'agricole normand. Si on ne trouve pas, c'est PME artisan normand. Et si vraiment on ne trouve pas, c'est en France métropolitaine, Corse et Dom-Tom qu'on va chercher dans le milieu agricole, qu'on va chercher nos produits.
Au niveau de l'anti-gaspi, donc on gère au niveau du magasin sur les fruits et légumes qui commencent à être tachés, une cagette entre guillemets anti-gaspi où grosso modo il y a 5 kilos à peu près, hein, il n'y a pas vraiment de règles, hein, qui est vendu à la pièce. Donc on a 3, 4, 5 parfois par jour qui sont vendus. Sinon, le reste des fruits et légumes est donné pour des animaux. Sur tout ce qui est viande, donc ça part soit équarrissage, soit aussi pour ce qui est déchets hors os pour des animaux. Sinon, nous avons tout ce qui est à DLC mais gen codé. Donc, on fait des réductions anti-gaspi sur le frais à J-2. Et le jour J, on a notre partenaire, les bénévoles de la Banque alimentaire qui passent chaque jour pour venir chercher justement les produits qui sont à date, surtout sur des produits crèmerie, entre autres. Et elles reprennent, je veux dire, tout ce qu'on peut leur donner. Bien entendu, c'est des petits volumes parce que on n'est pas à une grosse surface, mais à notre petit niveau, on apporte aussi notre part à l'édifice. On est, pour reprendre ce que disait Monsieur de Phoenix, je ne tiens pas un compte de ce que je vais donner à la banque alimentaire. Et donc, voilà, et je sais pas, le but premier pour moi n'est pas de regarder ce que je vais avoir comme déduction fiscale. Je le prends en compte une fois que j'ai fait mon arrêté des comptes à la fin de mon fiscal, mais je ne tiens pas une comptabilité au jour le jour, ni au mois le mois, de ce genre de choses. C'est simplement, voilà, c'est de la politique du magasin où on n'aime pas jeter et point barre, sans faire de... Mais voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. On ne va pas faire autre chose, donner ce qu'on ne va pas pouvoir vendre. Ou en tout cas ce soit à la banque alimentaire, et si ce n'est pas donnable à la banque alimentaire, c'est pour des animaux. Voilà. Très bien, merci. Alors, ce que je vous propose, là, on a pris un peu de retard. Pour terminer cette table ronde, je vais inviter Clotilde Bulté à… Donc là, on a eu tous les éléments, on a creusé un peu cette question du don alimentaire et on voit voilà, cette difficulté où on réduit le gaspillage, donc il y a moins de dons, donc voir comment il faudrait chercher des organisations pour améliorer tous ces éléments-là. Là, on va passer à quelque chose un peu plus global avec Clotilde. Alors, Clotilde, est-ce que vous êtes bien présente? Alors, j'ai eu des voilà. connexions. D'accord. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. Est-ce que vous voulez que je passe votre présentation? Oui. Là, vous ne pouvez pas mettre votre caméra? Voilà, ça fonctionne? Oui. Oui, parfait. Oui, très bien. Donc, comme on a pris un petit peu de temps donc, de voir si voilà, en 10 minutes, on peut… Donc, on vous a sollicité pour cette table ronde. Donc, ça bouge dans les territoires pour montrer les différents types d'actions qui pouvaient être menées sur un territoire. Et là, ça nous intéressait d'aller chercher ailleurs. Donc là, on est allé chercher dans les Hauts-de-France pour voir un peu ce que vous pouviez faire. Donc là, c'est un régal. Donc vous allez rapidement nous présenter un régal local, territorial, et de voir comment ça se présente et quel type d'action vous pouvez faire. Et donc là, c'est plus, on ne va pas creuser les actions, on va plutôt dresser un peu dans quel cadre sont faites ces actions et quelles sont-elles. Donc Clotilde, je vous laisse… je mets en partage votre écran, votre présentation. Voilà. Et comme ça, je vous laisse commencer. Ok, merci.
Ça va, vous m'entendez? Parce que Oui, oui, voilà, très bien. ok. Je m'étais reconnectée ailleurs. Donc là, ça fonctionne. Donc le régal du Sud-Artois, financé, subventionné par l'ADEME et la région Hauts-de-France. Donc une petite situation géographique. On est un territoire rural, pas très grand, hein, situé entre Arras, Albert et Cambrai, dans les Hauts-de-France. 64 communes, 28 000 habitants. En dessous de la carte, là, on voit une première photo. Voilà, paysage de grande culture. On peut passer 2 autres photos, s'il vous plaît. Voilà, donc des petits villages avec quelques bourgs-centres, voilà, de la grande plaine, pas mal d'éoliennes. Mais bon. Donc voilà, beaucoup de surface agricole. Donc le régal du Sud-Artois a été créé en janvier 2019. Mon poste a été créé, donc j'anime ce régal grâce à une subvention donc ADEME région. Donc ça, c'est une plaquette qui a été créée quand je suis arrivée pour expliquer notamment, si on peut passer la deuxième page, un peu les cibles du régal. Donc sur le territoire, assez classiquement, hein, c'est toute la chaîne alimentaire, le consommateur, le producteur, beaucoup la restauration collective sur notre territoire. Il y a également de la restauration commerciale, les transformateurs, les distributeurs, donc tous les magasins. Et il y a également ce qu'on vient de voir, hein, tout ce qui est en lien avec l'aide alimentaire et les dons. Et donc différentes actions qui ont été mises en place sur le territoire. Est-ce qu'on peut passer à la suivante ? Donc voilà, un petit peu le cadre aussi dans lequel le régal a été créé. Au niveau de la communauté de communes, où ça s'inclut dans une démarche très globale qui est le plan climat, qui a été notamment territoire à énergie positive. Ce plan climat, pour se mettre en place, voilà, il y a un des axes qui a permis la mise en place d'un projet alimentaire territorial, un PAT, qui est labellisé par le PNA cette année, et surtout lauréat du PNA. Et puis, donc dans ce projet alimentaire territorial, le régal aborde la question gaspillage alimentaire dans l'objectif de faire des économies financières pour manger mieux, acheter de la qualité, du local. Donc voilà, tout est imbriqué. Alors, on passe à la suivante. Voilà, donc les actions réalisées depuis janvier 2019 et toujours en cours. Donc, surtout avec la restauration collective, c'est l'axe principal. Des diagnostics de gaspillage alimentaire, propositions, co-construction et suivi de plans d'action. Donc, sur 46 établissements, il y en a 18 avec qui on travaille actuellement. Et les diagnostics ont concerné pour l'instant un peu plus de 2000 convives. Donc, je vais détailler cette action-là en particulier juste après. On a également mené des actions avec les consommateurs, les habitants, donc notamment un défi zéro déchet, zéro gaspille. On inclut les déchets, l'action zéro déchet dans le zéro gaspille pour une action un peu plus globale, notamment en partenariat avec le syndicat de déchets local. Donc, on a pu engager dans ce défi 60 foyers qui ont réduit leurs déchets de 25% et le gaspillage alimentaire de 36%. Donc, c'est plutôt une réussite. Il y a eu ensuite également des actions, donc là pour le coup plutôt déchets, hein, sur des ramassages de déchets, avec justement en fait le défi zéro déchet permettait de mobiliser des habitants dans des actions ensuite qu'ils portent par eux-mêmes. Donc on a formé un peu des ambassadeurs du zéro déchet, zéro gaspille, donc qui ont fait ces ramassages. Et il y a également des ateliers pratiques qui continuent à être menés en lien avec cette thématique. Ensuite, on a souhaité également être exemplaire en interne avec les agents de la communauté de communes, les élus. Donc, il y a eu un atelier collectif qui a été mené et puis des efforts sur le gaspillage alimentaire lors des assemblées générales et conseils communautaires. Ensuite, avec les agriculteurs, on développe le don agricole avec Solal également, qui travaille conjointement avec nous sur notre territoire. Notamment, là, assez récemment, 2,5 tonnes de courgettes ont été données et glanées. Et puis avec les restaurants, on a, avec le syndicat de déchets local, il y a un gourmet bag qui est en place.
Donc, concernant la restauration collective, l'idée a été de vous présenter un petit peu concrètement comment ça se passe. Donc, pourquoi c'est une cible importante? Parce que ça représente 1 million hors domicile sur notre territoire. Petit territoire, mais beaucoup, beaucoup d'établissements qui proposent de la restauration collective. Des établissements médico-sociaux, EHPAD, maisons d'accueil spécialisées, ESAT, et puis un centre hospitalier. Il y a également dans ces établissements un centre pénitentiaire. Donc il reste des établissements à mobiliser, mais déjà 6 sur 12 sont engagés dans des actions. Et puis ensuite, on a l'autre moitié des repas hors domicile, c'est les établissements scolaires, avec 2 lycées, 3 collèges, et puis beaucoup de toutes petites cantines de regroupement pédagogique, des RPI. Voilà. Alors, on va passer à la suivante. Donc, au niveau de cette restauration collective aussi, ce qui est intéressant à voir sur notre territoire, c'est qu'il y a énormément de gestions différentes. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont un prestataire qui cuisine sur place. Il y a aussi de la livraison en liaison froide, un prestataire qui livre des repas. On a des structures qui gèrent leur restauration, mais qui ont un seul fournisseur. Et on en a qui gèrent tout, hein, l'organisation et les fournisseurs. Alors, Alors, ouais. pour les vidéos, je pense qu'on ne va pas avoir le temps. Par contre, on les laissera dans les replays. Comme ça, vous pourrez prendre peut-être les présenter en 2 mots, ces vidéos, et on mettra les liens par la suite. Tout à fait. Oui, on n'a pas trop le temps. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un tout petit territoire, mais on a quand même développé un média local, une petite émission très courte, 1 fois par semaine. Et cette émission permet de faire des reportages vidéo. Là, par exemple, en avril 2019, on a présenté le régal, il venait d'être créé. Donc, on a filmé le diagnostic qui s'est fait dans un accueil de loisirs. Les accueils de loisirs sont gérés en interne par la communauté de communes. Donc, on avait commencé par eux. Et puis également une vidéo c'était une autre émission. Ils sont venus filmer le diagnostic qu'on a réalisé en EHPAD. Donc ça permet de voir concrètement comment ça se passe dans les établissements. Alors ensuite, donc l'idée c'était de revenir sur comment on fait, nous, sur notre territoire pour mener cette lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective. Donc on mène un diagnostic et là l'idée c'était, sans aller dans le détail, de voir avec qui on travaille ce diagnostic. Petit territoire, donc moi ça me permet de prendre le temps d'aller rencontrer les équipes dans les établissements. Donc toutes les équipes, la direction, l'intendance et l'équipe cuisine, mais également pour les établissements médico-sociaux, on est sur une équipe soignante, une équipe d'encadrement, les familles aussi des résidents. Et pour les établissements scolaires, vous connaissez certainement les équipes à rassembler, l'infirmière, les enseignants, les représentants d'élèves, les représentants des parents d'élèves. Donc ensuite, avec toutes ces personnes, on prépare le diagnostic, c'est-à-dire comment on va mettre en place, quelle est votre installation au niveau de la cuisine, qu'est-ce qu'on peut apporter, tout simplement. Moi, j'amène des seaux, on met ça sur des chaises, ça peut être très très simple. Et surtout, qui s'occupe de quoi? C'est vraiment le moment de s'organiser entre nous. Ensuite, il y a bien sûr la communication aux convives, mais aussi au personnel. La fiche de gauche, elle est plutôt destinée aux établissements scolaires. Les élèves se demandent pourquoi on trie, pourquoi on fait ce diagnostic. Et puis à droite, on est plutôt sur des affiches qui vont dans les services. Par exemple, on a une maison d'accueil spécialisée, donc avec des personnes fortement handicapées. Et du coup, c'est le personnel finalement qui donne à manger. Donc, ce personnel a besoin aussi qu'on lui rappelle, voilà, cette semaine, comment on fait, on va mettre les restes dans un seau, etc. Donc, la communication avant, pendant et après le diagnostic. Ensuite, ici, on voit, c'était dans un collège, donc on a aussi les élèves qui peuvent nous aider à trier les déchets, les retours plateaux. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas trop mobiliser les équipes cuisine du collège qui sont occupées à la plonge, à la préparation au self, etc. Donc nous, on vient, on s'occupe de tout et on mobilise les élèves le jour même, notamment là. Donc on a constaté un gros gaspillage. Là, on voit des fraises entières encore dans les seaux, beaucoup de pain et de céréales. Là, c'était dans un lycée, donc au niveau de pareil, juste avant la plonge, on met toute une série de seaux. Donc nous, on a fait le choix de trier par denrée,
un tri très, très détaillé. C'est permis parce que, voilà, petit territoire, donc moi, je vais dans les établissements, accompagner le tri et là, c'est dans un EHPAD, donc le débarrassage se fait sur un chariot et on met les denrées dans les seaux. En même le personnel débarrasse, les tables des résidents. Voilà et on voit également donc, on utilise une fiche, hein. Moi, j'ai créé une petite fiche où on écrit au jour le jour, voilà, le poids qu'il y a dans le seau, la tare, et cetera. Donc ça permet de noter. En plus de l'analyse quantitative, on a une enquête qui est proposée soit en ligne, soit sur papier pour des convives enfants, des adolescents, des adultes, voilà, c'est à destination de tout le monde. Et ensuite, je prends la main aussi sur la rédaction de la synthèse du diagnostic, encore une fois pour pas mobiliser, les équipes, de direction, voilà, je leur réalise cette synthèse qui permet simplement de voir, là on voit le détail des denrées, qui ont été gaspillées. Oui, on peut y aller. Donc sur ce tableau, ça permet de voir les différents établissements dans lesquels on a fait un diagnostic. Et surtout, à la fin, du tableau là, à droite, on voit les économies possibles si on réduit, alors on ne fera pas toute l'économie du gaspillage alimentaire, il y en aura toujours, hein. Moi, je donne l'objectif de moins 30 par exemple, mais on voit, voilà, le coût du gaspillage par an, ça peut s'élever jusque, 34 000 € pour un EHPAD par rapport aux petites restaurations scolaires où évidemment, il y a très, très peu de repas, on voit 40 personnes par jour, hein. Donc mais voilà, il y a des actions à mener dans tous ces établissements. Donc les actions sont proposées dans un plan d'action. Pareil, je rédige le premier jet de ce plan d'action pour les lancer sur, des actions et le but est de les rendre autonomes. Donc ils ont des fiches sur lesquelles, sont rappelés un petit peu moi, ce que je peux mettre comme proposition de qui fait quoi. Mais ensuite, c'est à eux de prendre en main cet outil et voilà, il y a des établissements qui mettent en œuvre des actions. Ensuite, moi, je reviens vers eux pour les évaluer et proposer des nouvelles actions. Donc, il y a effectivement des établissements qui ont pris, l'autonomie. Par exemple, les établissements scolaires se sont rassemblés pour visiter une des cantines scolaires, du territoire où, ça marche particulièrement. Ils ont mis en place un self, donc ils ont visité, cet établissement. Donc il y a eu un petit article. Ensuite, moi, je leur propose aussi de refaire ce diagnostic, hein. C'est pas une fin en soi, le diagnostic, on le reproduit, dans l'année, donc avec une espèce de petite fiche protocole. Et puis, là, des photos d'animation et de sensibilisation. Par exemple, là, ce sont des lycéens qui sont allés sensibiliser, on voit sur les photos d'après, je crois, ils sont allés sensibiliser, une école qui était juste à côté. Donc c'est aussi un moyen pour les établissements de mener des actions. Voilà. Là, c'était les lycéens qui sont ensuite allés dans l'école. Donc, parmi les cibles, il y avait également les habitants. Donc, c'est ce fameux défi zéro déchet, zéro gaspille qui a été mis en place. On voit jusqu'au 16 mars 2020. Donc, juste après, il y a eu le confinement. Donc, ça a été compliqué de clôturer ce défi. Mais, on peut voir des photos du coup. On a pu quand même, voilà, réduire de 25 les déchets, ici. Gaspillage alimentaire, moins 36 c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ensuite, sur les photos, on voit qu'on a, trouvé quand même, avant le confinement, hein, des occasions de se rassembler et voilà, on a des habitants qui discutent ensemble, qui réfléchissent, à ce qu'ils peuvent faire. Et ensuite, la photo suivante, c'était les ateliers qui sont, proposés pendant le défi, qui continuent à être proposés, des ateliers pratiques pour apprendre, le zéro déchet, le zéro gaspille et surtout échanger. Voilà. Ensuite, là, c'était l'action en interne avec les agents. Donc c'était l'été pas là, l'été d'avant encore. Donc ils ont réfléchi ensemble ce qu'on pouvait faire en interne. On voit sur la photo suivante le fameux gaspillage suite au conseil communautaire et assemblée générale. Ça, c'était au début, hein, on voit pas mal de gaspillage, même si on en récupérait, en interne, hein, pour les agents, mais voilà, on a travaillé dessus. Et là, avec les agriculteurs, avec Solal, donc là, c'était assez récemment, des lycéens qui sont venus, glaner des courgettes
chez un agriculteur qui était obligé de les laisser dans le champ parce que le grossiste ne les prenait plus. Elles étaient hors calibre, hein, on voit, elles sont énormes. Mais ceci dit, ça va être donné, notamment, là, c'est le Secours populaire qui était là ce jour-là, mais il y a beaucoup d'autres associations qui ont pu en bénéficier, grâce aux lycéens qui ont même nettoyé le champ ensuite, parce qu'ils ont été tellement rapides à ramasser, qu'ensuite ils ont nettoyé. Et ils étaient ravis. Et avec les restaurateurs, donc le fameux Gourmet Bag qui est là, le SMAV, le syndicat de déchets local, qui propose ces boîtes anti-gaspi. Voilà, ça c'est mes coordonnées, mais Merci beaucoup Clotilde pour cette présentation. Excuse-moi d'avoir un peu pressé, mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions peut-être, alors déjà, parce que là, donc, on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'éléments qui étaient abordés. Donc, j'espère que ça va donner des idées à pas mal de participants. Est-ce qu'il y a des… Oui, il y a des questions. Alors, de la part de Morgane Jacob, bonjour, comment avez-vous réussi à mobiliser les EHPAD? Nous avons beaucoup de mal à le faire sur notre territoire. Alors, pour nous, sur notre territoire, les EHPAD, en fait, on travaillait déjà avec eux dans le cadre d'un collectif des établissements médico-sociaux sur des questions d'emploi. En fait, on avait besoin de mutualiser des emplois, notamment des emplois spécifiques, psychologues, etc. Donc, on les a accompagnés et à l'occasion d'une réunion sur l'emploi, a été évoquée la restauration collective, comment on pourrait mieux manger ou acheter local. Et c'est de là qu'est née l'initiative avec eux sur l'alimentation, le gaspillage alimentaire. Donc en fait, on les avait déjà dans la boucle. Ceci dit, moi, j'ai sur le territoire aussi des établissements où c'est compliqué de travailler avec eux, et notamment l'hôpital, parce que l'hôpital d'ici travaille avec l'hôpital qui est sur Arras, qui n'est pas notre territoire. Donc c'est un peu compliqué. Très bien, merci. De Dieppe Maritime, quelle est la durée du diagnostic? Un jour, une semaine, 2 semaines? Je pense que c'était lors des pesées, lorsque vous évoquiez cette… Ouais. Moi, le diagnostic, j'ai pris le modèle de ce qui est proposé par l'ADEME. Donc, c'est 4 à 5 jours consécutifs minimum. Donc, c'est 1 semaine. Ok. De William Paesan, excusez-moi pour la prononciation, sachant que la plupart des champs sont en agriculture conventionnelle, comment pouvons-nous, en tant qu'association d'éducation au développement durable, promouvoir le glanage, sachant que les récoltes seront pesticidées? Alors, oui, effectivement, là, les courgettes qui ont été ramassées, ce n'était pas du bio. Maintenant, c'est les mêmes qu'on va trouver en grande surface. Donc, nous, ça ne nous a pas posé de soucis pour le don. Enfin, c'est clairement pas du bio. Comment pouvons-nous promouvoir le glanage? Bah, déjà, oui, donc c'est une question… oui. Après, bah, voilà, c'est une réalité. Donc, voilà, Ouais. c'est un choix, c'est exactement ça, c'est un choix. Caroline, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors, de Louise, est-ce qu'on peut citer la syndicat de déchets ou le syndicat de déchets? Alors, c'est le syndicat mixte Artois Valorisation, le SMAV, qui gère les déchets pour 3 territoires, 3 intercommunalités. Nous, le Sud Artois, il y a également la communauté urbaine d'Arras et les campagnes de l'Artois. Donc, ils ont beaucoup d'actions à mener, hein. C'est pour ça qu'on travaille avec eux, parce que localement, ils ne peuvent pas être partout. Voilà, cette articulation entre les différents niveaux et les différentes compétences. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il en reste 2, si je ne me trompe pas. De Sabine Julien de la DRAF, elle voulait savoir s'il était prévu un régal à l'échelle régionale, comme en Normandie. Au niveau des Hauts-de-France, il n'y a pas de régal régional qui est prévu. Non, je ne crois pas. Ce sont des régals locaux, en fait. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je crois que vous êtes 2-3, c'est ça, hein, 2-3 territoires qui sont coordonnés par l'ADEME, mais c'est des petits régals territoriaux. Voilà, plutôt sur agglomération ou communauté de communes. D'accord. Finalement, il y a 2 questions. La suivante, c'est: est-ce qu'il y a des actions avec les entreprises agroalimentaires? Sinon, quels sont les freins?
Alors, nous sommes un petit territoire, donc il n'y a pas énormément d'industrie agroalimentaire. Avec ces industriels, pour l'instant, j'ai pas pris contact. Donc, je ne sais pas si ça les rebute, mais ils n'ont pas pris contact avec moi non plus. Donc non, il n'y a pas de contact pour l'instant avec l'industrie agroalimentaire. Ok. Et la dernière question, c'est comment sont distribués les gourmet bags? Est-ce qu'ils sont vendus au restaurant? Alors, les gourmet bags, c'est le syndicat de déchets qui les gère et non, il les donne, me semble-t-il, hein. Il les donne aux restaurateurs volontaires. Alors, bien sûr que derrière, il faut renvoyer aussi des chiffres, combien de gourmet bags, quel poids éventuellement. Et il ne faut pas abuser, quoi. Ils ne vont pas donner 50 gourmet bags par semaine. Le but n'est pas pour le restaurateur de se servir du gourmet bag pour faire du drive, par exemple. Ce n'est pas le but. Hein, on est vraiment, il y a quand même un contrôle, mais c'est donné par le syndicat de déchets aux restaurateurs. Ok, super, il n'y a plus de questions, Nathalie. Très bien. Bah, merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous les intervenants de cette plénière, de cette première plénière. Ça a été très, très riche. Donc voilà, on vous remercie vraiment très sincèrement, donc, tous les 5. Peut-être on peut clore le sondage et Émilie va vous présenter, donner le sondage. On avait posé la question de savoir si vous aviez déjà mené des actions de réduction du gaspillage alimentaire. On voit qu'une grande majorité, 44%, mènent ponctuellement des actions de lutte contre le gaspillage et 33% régulièrement. Donc, c'est plutôt positif. Là, et la table ronde porte très bien son nom. Ça bouge vraiment dans les territoires. On n'a que 5 participants là, sur les plus de 60, puisque nous sommes actuellement 60. 5 participants n'ont jamais mené d'action et 5 rarement. C'est déjà très positif. Alors, quand on regarde à quel niveau se trouvent les actions qui sont menées sur le gaspillage, on voit que la grande majorité sont en restauration scolaire. Donc là, on l'a vu, hein, c'est vraiment le premier niveau où on va pouvoir agir. Et ensuite, comme Clotilde vient de le présenter, on voit qu'après, il y a vraiment tous les autres acteurs aussi. Mais c'est vrai que la porte d'entrée, c'est souvent la restauration scolaire. C'est pour ça qu'on a 58% des actions à ce niveau-là. Ensuite, ce sont les autres restaurations avec les foyers, 37% d'intervention des foyers. Et ensuite, on a un petit peu d'action au niveau de la transformation, de la production et des commerces alimentaires. Donc, merci d'avoir participé à ce sondage et encore un grand merci aux intervenants de cette plénière.